Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vois qu'il y a un nombre croissant d'inscrits. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire en présence de Souleymane Ba, notre spécialiste en restructuration, présence de Yann Dréau, notre responsable du secteur de l'IT et de l'ingénierie, et moi-même, Emmanuel Reich. Nous allons donc vous présenter à l'occasion de ce séminaire un certain nombre d'éléments sur le secteur de l'IT et de l'ingénierie, compte tenu des nombreuses questions qui nous sont remontées ces dernières semaines sur la situation des principaux acteurs dans cette filière, mais aussi compte tenu des menaces qui planent sur l'emploi. Le webinaire que nous allons tenir aujourd'hui sera rediffusé en replay sur le site syndex.fr. Et donc, vous aurez l'occasion de le réécouter si vous le souhaitez. Et par ailleurs, vous avez la possibilité de converser avec nous et de poser toutes les questions que vous souhaitez tout au long du webinaire. On essaiera évidemment au maximum de répondre à toutes vos questions. Voilà pour le programme. Nous allons donc démarrer avec, dans un premier temps, un point sur la situation du secteur de l'ingénierie et du numérique face aux conséquences de la crise. Et puis, dans un second temps, mon collègue Souleymane tentera de vous expliquer quels sont les différents outils qui sont à la main des employeurs pour réorganiser, restructurer les entreprises. Alors, le programme de cette première partie, c'est d'une part quelques éléments de cadrage macroéconomique, d'autre part quelques éléments sectoriels et enfin la situation de la filière dans tout ça. Alors, en ce qui concerne le cadrage macro, le premier élément, il renvoie à la question de la crise économique, celle-ci pouvant se mesurer à travers notamment la croissance du PIB ou la baisse du PIB. Et ce qui apparaît de manière très nette, c'est que dans le cadre de la France, et compte tenu des mesures très strictes de confinement qui ont été appliquées, le PIB devrait diminuer de manière drastique, à l'instar des autres pays tels que l'Italie et l'Espagne qui ont appliqué des mesures de confinement assez similaires. Il y a donc une corrélation très étroite entre l'indice de rigueur des mesures de confinement, d'une part, et d'autre part, de la baisse du PIB. Premier élément. Deuxième élément, on le retrouve ici, donc avec des pays tels que l'Espagne, l'Italie ou la France, qui ont connu des baisses de valeur ajoutée de l'ordre de 30 à 35%, alors que dans des zones du monde ou des pays où ces mesures étaient appliquées de manière bien moins stricte, ces baisses peuvent être beaucoup moins significatives, telles qu'au Japon, par exemple, où la baisse pour le mois d'avril a été d'à peine, si je puis dire, 12%. Toute la question, évidemment, est de savoir dans quelle mesure il va y avoir une reprise et quand. Et pour le coup, si on s'en tient au scénario du choc unique, la reprise devrait être quand même relativement lente et incertaine, en tout cas si on se fonde sur les dernières perspectives dessinées par l'OCDE au mois de juin, le 10 juin, sachant que dans les deux scénarios ou scénarios qui ont été élaborés par l'OCDE, dans aucun des cas, il n'est envisagé de retrouver le niveau du quatrième trimestre 2019 avant au moins 2 ans. Donc voilà quelques éléments sur l'ampleur de la crise et sur les perspectives quand même très incertaines qu'on peut voir se dessiner. Vous avez là les prévisions des perspectives économiques par pays et zone avec des baisses du PIB très, très importantes. Et dans le cas de la France, on envisage quelque chose comme 11% de baisse pour le PIB au titre de l'année 2020. Des baisses assez similaires à celles rencontrées par exemple pour l'Italie ou pour l'Espagne, mais dans un pays où le confinement était moins sévère, tel que l'Allemagne, cette baisse envisagée serait bien moindre.
Donc, des éléments de cadrage macro qui permettent de voir quelle a été l'ampleur du choc, et sachant que ce choc se répercute sur l'ensemble de l'économie et des filières. Il nous a semblé intéressant d'évoquer avec vous 3 secteurs qui constituent des débouchés importants pour nombre d'entreprises de l'ingénierie, nombre d'entreprises de la haute technologie et de services numériques, et qui ont pour clients des acteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'aéronautique. Côté automobile, ce qu'on a pu noter, c'est que les premiers impacts sectoriels ont été très sévères, avec une crise du Covid qui s'est ajoutée à une crise déjà existante dans ce secteur. Et ce qu'on peut percevoir, c'est que d'ores et déjà, parmi les principales entreprises, des mesures de restructuration sévères ont été annoncées. Le plan d'économie de Renault constitue de ce point de vue-là une illustration très, très significative de la crise que connaît le secteur, et en conséquence des effets que cette crise de la filière automobile pourrait avoir pour les ingénieristes, par exemple. Dans le cas de l'électronique, on a aussi une filière qui devrait connaître un ralentissement, même si ce ralentissement il n'est en rien comparable avec ce que peut connaître l'automobile. Pour autant, dans cette filière où des acteurs comme Nokia ou Ericsson ou STMicro ont recours à un certain nombre d'ingénieristes, là encore, ou de SS2I, là encore, ces fournisseurs risquent de sentir les effets d'un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par les principaux donneurs d'ordre. Et puis, dernier élément, en ce qui concerne l'aéronautique, la filière, elle, connaît un coup d'arrêt particulièrement spectaculaire, puisque le ciel a été fermé quasiment à 95 ou 98% pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette crise, en dépit du plan de relance qui a été annoncé, devrait faire sentir ses conséquences sur les industriels du secteur, mais donc aussi sur les ingénieristes, avec des enjeux particulièrement importants si on pense au plan territorial à l'Occitanie, où la dépendance est très très forte par rapport à ce secteur. Évidemment, tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, à savoir d'une part les enjeux macroéconomiques avec la crise économique qui a démarré de manière très très violente d'une part, et d'autre part un certain nombre de secteurs qui sont des clients importants, en particulier pour les ingénieristes, qui connaissent donc des baisses très très marquées d'activité. Ceci ne peut pas ne pas se sentir dans la filière. Et si on y ajoute un élément qui est particulièrement intéressant, c'est que ce qu'on peut noter au fil des années, c'est qu'on a une évolution et une corrélation très forte entre, d'une part, l'évolution des dépenses dans le domaine de tout ce qui a trait à la communication et à l'IT, d'une part, et par rapport aux évolutions du PIB, d'autre part, tel que vous pouvez le voir à l'écran avec ces courbes. On a même, dans certains cas, dans le cas de l'IT, une surréaction des dépenses à la hausse ou à la baisse par rapport à l'évolution du PIB. Donc, un secteur qui est désormais touché de plein fouet par la crise, même si celui-ci a eu recours de manière massive au télétravail, des recours à la palette des outils mis à disposition par l'État en matière de délai de paiement, de prêts garantis par l'État, etc., etc. Et puis, ce qu'on peut noter, et c'est un indicateur évidemment très important, c'est un taux d'occupation des salariés qui s'amenuise au fil des semaines, démontrant en cela un net ralentissement. Si on essaye de réduire un tout petit peu la focale, ce qu'on peut noter aussi, c'est que tous les acteurs ne sont pas affectés de la même façon. Et là, de ce point de vue, il faut distinguer entre ce qui relève de l'ingénierie, ce qui relève de l'IT et ce qui relève des éditeurs logiciels.
c'est du côté de l'ingénierie, avec, comme on l'a évoqué, une forte dépendance à certains secteurs et donc aussi à certains donneurs d'ordre, que la baisse devrait être la plus importante, même si cette baisse devrait varier considérablement selon que tel ou tel acteur soit plutôt dépendant de l'aéro, plutôt dépendant de l'automobile, de la santé ou autre. Du côté de l'IT, il devrait y avoir des baisses, mais de manière moins marquée, et notamment parce que si un certain nombre de projets pourraient être gelés, différés ou réduits, la transformation digitale des entreprises, elle, ne devrait pas cesser et au contraire devrait plutôt s'accélérer. Et donc, de ce point de vue-là, devrait permettre d'amenuiser ou de contrebalancer la baisse qu'on peut observer sur certains segments plus traditionnels. Et puis, du côté des éditeurs logiciels, on peut envisager un impact négatif, mais relativement mesuré. Et on peut noter que certains acteurs n'ont pas forcément remis en cause de manière très nette leurs perspectives, voire conservent des perspectives très, très optimistes pour l'exercice à venir. Vous avez un petit détail ici des impacts pour un certain nombre d'acteurs par segment. Et donc, du côté de l'IT, ce qu'on peut noter, c'est une remise en cause généralisée des perspectives et ou un manque de visibilité pour certains acteurs qui préfèrent du coup ne pas se prononcer. Donc, HPE, par exemple, a abandonné toute guidance pour l'exercice 2020. Capgemini a fait de même, mais d'autres acteurs, comme Accenture, par exemple, ont simplement revu légèrement à la baisse leurs perspectives, mais c'est vraiment une révision finalement qui n'est pas très significative. Si on regarde la situation du côté des éditeurs logiciels, on peut noter quand même une relative confiance de la plupart de ceux-ci dans l'avenir, avec un certain nombre d'entre eux qui maintiennent des objectifs inchangés ou éventuellement légèrement révisés à la baisse, mais sans faire de grandes annonces, ni annoncer de plan d'économie, ou tout en conservant une certaine confiance donc, dans l'avenir. Et en revanche, c'est du côté des acteurs de l'ingénierie que les perspectives sont les plus sombres, avec donc plus fréquemment des guidance révisés au titre de l'exercice 2020 et un certain nombre de réponses plus fortes, notamment avec des mesures du type réduction des frais généraux, gel des CAPEX, gel des embauches, etc., etc. Donc des mesures quand même globalement plus sévères que ce qu'on peut noter dans les deux autres segments. Et pour le coup, cette évolution, elle s'explique par le fait que finalement la crise, elle a cassé une mécanique, une dynamique qui est à l'œuvre, dans la mesure où le modèle de bon nombre de ces entreprises, en particulier dans l'IT et l'ingénierie, il repose à la fois sur un turnover élevé, donc des démissions qui sont nombreuses, mais aussi des embauches qui sont normalement très nombreuses. Et ce fort turnover, il ne fonctionne plus quand les taux d'utilisation s'effondrent, avec d'un côté des salariés qui repoussent leur projet de mobilité, de départ vers une autre entreprise, considérant que le contexte s'est largement assombri et donc ils préfèrent rester dans l'entreprise où ils sont. Et à côté de ça, alors même que les taux d'utilisation ont tendance à diminuer, les employeurs ne peuvent plus et ne souhaitent plus embaucher compte tenu de cette évolution et donc de l'arrêt des démissions. Donc, des conséquences qu'on peut percevoir d'ores et déjà, qui sont sombres, et en particulier dans le domaine de l'ingénierie. On met l'accent sur ce segment en particulier aujourd'hui, et notamment, on évoque ici
un certain nombre d'acteurs qui nous paraissent particulièrement exposés parce que dans leurs clients principaux figurent des clients de l'aéronautique d'une part, des clients de l'automobile d'autre part, autant de clients qui risquent eux-mêmes de subir très fortement les secousses de la crise qu'ils traversent. Donc, des interrogations et des inquiétudes fortes au-delà de l'arrêt ou du gel des embauches, puisque d'ores et déjà, un certain nombre de plans d'économie ont été annoncés par des acteurs. Et même s'il s'agit d'acteurs mondiaux, ce sont donc des plans d'économie qui pourraient se traduire par des plans de restructuration. Et lorsqu'on dit restructuration, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est ça ce que nous allons aborder dès maintenant avec Souleymane, c'est que les législations ont évolué sur la période récente, et notamment depuis les ordonnances de septembre 2017, et de ce fait, les outils à la disposition des employeurs sont particulièrement nombreux, et c'est ce que nous allons examiner tout de suite avec Souleymane. On n'entend pas. Il faut qu'il se démute. Il va se démuter. Pardon, vous ne m'entendez pas. C'est mieux comme ça. Donc, je recommence. Bonjour à tous. J'expliquais que je vais vous parler un petit peu maintenant plus spécifiquement des restructurations. L'idée étant de balayer les différentes formes de restructuration pour donner un peu des points de repère et surtout essayer de transmettre les bons réflexes pour se préparer en cas de restructuration. Alors, je vais juste partager mon écran pour vous montrer la présentation. Voilà. Alors, le point de départ, bien évidemment, des restructurations dans les entreprises, ce sont les difficultés économiques qui peuvent prendre plusieurs formes. Mais ce qui nous semble essentiel surtout, quand on parle de difficultés économiques, c'est de chercher à comprendre comment elles se manifestent et comment on les mesure. La crise sanitaire qu'on a connue, c'est sûr et certain qu'elle va avoir des conséquences importantes dans beaucoup de secteurs d'activité. En premier lieu, ça va se traduire par une baisse d'activité. Et quand on parle de baisse d'activité, il faut essayer de trouver le bon indicateur qui vous permette, vous, en tant que représentant du personnel, notamment de surveiller un petit peu cette activité via la baisse des commandes, via la baisse du chiffre d'affaires, via un suivi fréquent et régulier du carnet de commandes. Cette baisse d'activité, elle va pouvoir malheureusement se traduire dans beaucoup de cas par une baisse de la performance opérationnelle, une baisse de la profitabilité de l'entreprise. Et là encore, l'idée, c'est de suivre les bons indicateurs qui peuvent être spécifiques à chacune de vos entreprises, mais l'idée étant de suivre l'évolution des marges, du résultat d'exploitation, du résultat net. Et en tout cas, essayer d'avoir encore une fois l'indicateur qui permette de mesurer cette performance opérationnelle. Et puis, la conséquence d'une baisse de la performance opérationnelle va pouvoir avoir des conséquences sur la situation financière de l'entreprise. Et là encore, il va falloir observer l'évolution de la trésorerie disponible, l'évolution de la structure du bilan pour suivre au mieux cette situation financière de l'entreprise. Et cette situation financière, elle va aussi avoir des répercussions sur la capacité de l'entreprise à relancer son activité, à procéder aux investissements nécessaires, etc. Ce qui nous semblait important à faire passer comme message aujourd'hui, c'était que pour nous, les IRP, les membres du CSE, les organisations syndicales, etc., les différents acteurs doivent se faire communiquer par les directions de l'entreprise des indicateurs économiques et financiers de manière régulière pour pouvoir discuter avec l'employeur de l'évolution de la situation et suivre un peu au jour le jour l'évolution des choses. Ensuite, il peut y avoir différents types de difficultés économiques. On peut avoir des difficultés plus ou moins importantes et plus ou moins
acceptable, plus ou moins tenable pour l'entreprise, et les réponses apportées ne vont pas forcément être les mêmes. L'important d'abord, c'est d'avoir un diagnostic partagé entre les représentants du personnel et l'employeur sur le niveau un peu de ces difficultés pour ensuite pouvoir avoir des échanges, un dialogue social sur les mesures éventuellement à mettre en place. Premier type de difficulté, on pourrait imaginer qu'une partie des entreprises vont être confrontées à des difficultés passagères, plutôt de courte durée, et qui finalement sont tout à fait absorbables par l'entreprise. Une partie des entreprises ont des réserves qui leur permettent de tenir en cas de coup dur, ou éventuellement absorbables par le groupe. Lorsqu'on appartient à un groupe implanté dans le monde entier, la situation des filiales peuvent être différente entre les pays. Et c'est aussi un avantage d'appartenir à un groupe, c'est qu'en cas de difficulté passagère, on a une structure financière plus importante qui permet de tenir. Donc voilà, la première question à se poser, c'est est-ce que ces difficultés sont absorbables par les actionnaires, par les cadres dirigeants de l'entreprise, compte tenu de la durée de ces difficultés. Ensuite, on peut avoir des difficultés davantage conjoncturelles qui vont durer un peu plus longtemps, mais qui devraient disparaître une fois que la crise économique sera moins importante. En tout cas, quand un redémarrage de l'activité économique se fera sentir, on pourrait avoir des entreprises qui tout de suite retrouvent leur niveau d'activité antérieur à la crise. Donc là, la question va être de trouver le bon dispositif pour tenir en attendant ce redémarrage, même s'il est incertain et qui ne sera pas forcément le même dans tous les secteurs d'activité. Le dispositif qui nous semble répondre le mieux à ce genre de situation, c'est tout ce qui concerne l'activité partielle. L'activité partielle, le chômage partiel, c'est un dispositif qui a beaucoup été utilisé en France dans les premiers mois, notamment du confinement. Et hier a été annoncée la mise en place d'un nouveau dispositif qui s'appelle, alors il a deux noms, soit on parle de ARME, ARME pour activité réduite pour le maintien dans l'emploi, ou il pourrait s'appeler activité réduite de longue durée. L'idée de ce dispositif, c'est de mettre en place un dispositif de chômage partiel longue durée où les entreprises pourraient recourir à une baisse de l'activité qui serait en partie prise en charge par l'État financièrement, en contrepartie d'un engagement de maintien dans l'emploi sur une certaine durée. Et donc ça se matérialiserait par la mise en place d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche qui autoriserait les entreprises à mettre une partie de leurs salariés au chômage partiel à hauteur de 40% maximum, avec une aide financière de l'État, mais un engagement sur la durée pour dire, voilà, l'entreprise s'engage sur les 18 mois, 24 mois à ne pas supprimer d'emplois. L'idée étant bien évidemment pour les entreprises de garder leurs compétences dans cette période un peu de baisse d'activité pour que le jour où l'activité reparte, elles disposent toujours des compétences en interne. Troisième type de difficulté, des difficultés qui vont cette fois-ci pouvoir déstabiliser durablement l'entreprise. Et donc là, on va être sur un type de réponse qui sera différente et il va falloir s'attendre malheureusement à des restructurations plus importantes. Et beaucoup d'entreprises commencent à dire qu'elles vont demander alors on l'a mis entre guillemets, des efforts aux salariés, notamment sur la question des rémunérations, du temps de travail, et qui pourraient se mettre en place via notamment les accords de performance collective. J'y reviens juste après, on va rentrer en détail, mais on pense que l'accord de performance collective, qui est un nouveau dispositif, va être fortement utilisé dans les mois à venir. La question, quand on parle de difficultés conjoncturelles, c'est aussi de se dire, OK, il peut y avoir un effort demandé aux salariés, il peut y avoir une négociation qui s'engage sur différents dispositifs, mais il faut mettre un stop, mettre une limite dans le temps à ces efforts. Et l'idée, c'est de se dire, lorsque la situation revient à la normale, et bien inversement, la situation des salariés en termes de rémunération, de temps de travail, etc., doit aussi revenir au niveau qu'on a connu antérieurement. Et enfin, malheureusement, les crises qu'on connaît et qu'on va traverser risquent cette fois-ci aussi d'entraîner des difficultés davantage structurelles pour certaines entreprises qui se retrouvaient des fois en difficulté avant la crise et la crise sanitaire qui a aggravé la situation et où là, on peut s'attendre à des suppressions d'emplois et on va voir encore les différents dispositifs qui peuvent être mis en œuvre dans ces situations-là.
Alors, Emmanuel, vous le disiez à la fin de sa présentation, hein, récemment, on a eu différents changements législatifs. On a eu surtout un assouplissement des formes de restructuration à disposition des entreprises. Il y a plusieurs moyens, on les a résumés ici. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de 4 dispositifs principaux. Les accords de performance collective, les accords de GEPPMM, ce sont les ex-accords de GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les accords de rupture conventionnelle collective, et puis on terminera par quelques éléments sur les PSE, qui sont voilà, un peu les 4 gros dispositifs qui permettent à une entreprise de se restructurer. Et on va voir comment tout cela fonctionne. Alors, les accords de performance collective, c'est un nouvel outil juridique à destination des entreprises. Et nous, on pense que ça va être très fortement utilisé dans les mois à venir. Alors, ce n'est pas qu'on le pense, c'est que déjà, on l'observe. Hein, depuis quelques semaines, on voit des propositions d'accords de performance collective qui sont vraiment proposées à droite à gauche. Le principe, c'est que l'accord de performance collective, c'est un accord d'entreprise qui doit être signé par des organisations syndicales majoritaires et qui permettent, via un accord d'entreprise, de modifier le contrat de travail des salariés sur différents sujets, qui sont au nombre de 3, sur la durée du travail, sur la rémunération et sur la question des mobilités géographiques et professionnelles. C'est-à-dire que via la signature d'un accord d'entreprise, on peut toucher à ce qu'on appelle un élément substantiel du contrat de travail, alors que normalement, on n'a pas le droit de modifier un élément substantiel du contrat de travail sans l'accord du salarié. Là, les dispositions de l'APC vont s'imposer à l'ensemble des salariés et le salarié qui refuserait de se voir appliquer les dispositions prévues par l'accord d'entreprise pourrait se faire licencier pour un motif dit sui generis, c'est-à-dire un motif réel et sérieux, un motif qui ne sera quasiment jamais contestable devant un juge. Donc voilà, l'accord de performance collective, c'est une négociation d'entreprise qui permet d'augmenter le temps de travail, de diminuer les jours de repos, de diminuer les rémunérations, de changer des éléments de rémunération variables, etc. Alors, on doit tout de même respecter les minimums de rémunération prévus par le SMIC ou les minimums conventionnels. Et aussi, via un APC, on peut proposer des modifications des mobilités professionnelles ou des mobilités géographiques aux salariés. Un point extrêmement important dans l'APC, c'est que la condition, et encore, je ne sais même pas si on peut parler de condition, pour mettre en œuvre un APC, dans la loi, c'est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, où on peut conclure un APC en vue de préserver et de développer l'emploi. Mais vous voyez bien que répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, c'est hyper flou, c'est hyper vague, et donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de justification pour mettre en place un APC. Il n'y a pas de motif économique à avoir. Il n'est pas nécessaire de devoir démontrer des difficultés pour pouvoir proposer un APC. Donc, ça va être voilà, la difficulté de ce type de dispositif, c'est qu'il peut être proposé dans plein de situations différentes. Ce qui nous semble, nous, important, quand on se retrouve face à ce genre de disposition, c'est déjà de s'interroger quand même sur la situation de l'entreprise. On l'a vu, hein, le suivi des indicateurs au début doit nous permettre de comprendre quelle est la situation économique de l'entreprise et de se demander si l'APC va réellement permettre d'apporter une réponse efficace. Surtout, il nous semble important dans l'APC d'arriver à y insérer des contreparties. Il n'y a pas d'obligation, mais pour nous, lorsqu'un effort est demandé aux salariés en termes de rémunération, en termes de temps de travail, en termes de mobilité, etc., inversement, il nous semble important qu'il y ait des contreparties qui peuvent se traduire par des engagements de maintien de l'emploi, par exemple une interdiction de licenciement économique pendant la durée de l'accord. Ce qui nous semble aussi extrêmement important, c'est d'avoir une clause de revoyure, de se dire, OK, l'APC, il est accepté par les organisations syndicales pour faire face à une période de coup dur, mais premièrement, on se donne rendez-vous tous les 6 mois ou tous les 1 an pour faire le point sur les indicateurs et sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Et surtout, on écrit dans l'APC que le jour où la situation se redresse, où l'entreprise retrouve un meilleur niveau d'activité, de profitabilité, etc., eh ben, on n'a plus besoin de l'APC et on revient aux dispositions antérieures en termes de rémunération, de travail, etc. Donc, il faut arriver à essayer de limiter dans le temps l'APC. Autre exemple de contrepartie qu'on pourrait négocier dans l'APC, de dire, OK, on accepte encore une fois ces baisses de rémunération ou d'augmentation de travail, etc. En contrepartie, une limitation des dividendes. Il n'est pas question que l'entreprise continue à remonter d'importants niveaux de dividendes à ses actionnaires, alors que les salariés, eux, font des efforts importants. Voilà un peu le type de contrepartie qu'on peut imaginer dans un APC. Dernier point sur l'APC, peut-être lorsque une négociation d'APC est ouverte, il y a la possibilité de se faire accompagner par un expert, donc il peut y avoir une expertise à destination des organisations syndicales, qui est cofinancée, donc qui est pris en charge à 80% par l'employeur et à 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Je continue rapidement avec un autre dispositif, parce que celui-là, je pense qu'il sera un peu moins utilisé dans la période actuelle, mais c'est aussi une des manières pour les entreprises de procéder à des restructurations. Ce sont les accords de GEPPMM, donc de gestion de l'emploi, des parcours professionnels et de la mixité des métiers. C'est les anciens accords GPEC. Le terme GPEC, gestion des parcours, des emplois et des compétences, est beaucoup plus connu. Il a été remplacé récemment. Ces accords GPEC de GEPPMM, dans la philosophie, ils ne sont pas forcément là pour supprimer des emplois, mais on observe que c'est aussi, des fois, ils sont aussi utilisés dans cet objectif-là. Normalement, l'accord de GEPPMM, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a une évolution des métiers qui est liée à l'évolution du secteur d'activité de l'entreprise et on anticipe à horizon 3 ans, 5 ans ou voire plus long terme. On sait que certains métiers vont se transformer, vont disparaître et donc on traite ces sujets-là via un accord et éventuellement, on met en place des dispositions pour permettre des mobilités professionnelles et éventuellement des mobilités professionnelles externes, ce qui se traduit concrètement, ce qui signifie supprimer des emplois en interne dans l'entreprise. Voilà, donc comme ces accords permettent aussi la suppression d'emplois, ils sont des fois utilisés dans cet objectif-là par les directions, de manière un peu malhonnête on pourrait dire, mais il faut aussi se dire, voilà, si une négo s'ouvre sur la question de la GEPPMM, attention, parce que ça peut se traduire par des suppressions d'emplois et c'est une forme de restructuration. Donc là aussi, il faut arriver à mettre des garde-fous, des barrières. Pour nous, le principal dispositif qui peut être protecteur pour les salariés dans les accords de GPEC, ce sont les dispositifs qui aident du mieux possible le reclassement externe, donc à retrouver du travail dans une autre entreprise, et il s'agit, dans le cas de l'accord GEPPMM, du congé de mobilité. Le congé de mobilité, c'est un dispositif alors, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être mis en place dans un accord GPEC, où l'employeur s'engage à verser un certain niveau de rémunération, qui dépend de la négociation, pendant une certaine durée, qui dépend aussi de la négociation, pour que le salarié dispose d'une période où il peut retrouver un autre emploi. Je continue sur un autre sujet qui est la rupture conventionnelle collective. La rupture conventionnelle collective, qu'est-ce que c'est? C'est là aussi un accord majoritaire, donc signé par des organisations syndicales à 50%, ou éventuellement à 30% et validé par un référendum, qui permet aussi de supprimer des emplois sans l'obligation d'avoir un motif économique. Alors là aussi, on pense que ce n'est pas forcément l'outil qui sera le plus utilisé par les entreprises, mais ça peut être bien d'avoir les grandes lignes de ce fonctionnement d'accord. Là encore, la RCC, la rupture conventionnelle collective, c'est un cadre extrêmement souple, extrêmement facilité pour les employeurs, puisqu'on n'a pas d'obligation de consulter le CSE, on n'a pas l'obligation de démontrer de l'existence d'un motif économique, on n'a pas les obligations d'un certain nombre de mesures qu'on va retrouver dans le PSE, je vais en parler juste après. On n'a pas d'expertise légale prévue dans le PSE, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas dans ce type de négociation. Il n'y a pas d'obligation d'un niveau minimum de mesures d'accompagnement à mettre en place.
Par contre, l'employeur, lui, il dispose d'un régime fiscal et social favorable sur les indemnités. Donc, finalement, le cadre est très, très léger. Là encore, il faut arriver, dans ce genre de négociation, à mettre des garde-fous. Des garde-fous pour ceux qui vont quitter l'entreprise, qui vont être volontaires. Alors, bien évidemment, les salariés restent volontaires au départ, dans le cadre d'une ERCC, mais ce n'est pas parce qu'ils sont volontaires qu'il ne faut pas prévoir un certain nombre de garde-fous pour leur donner des aides et favoriser le reclassement des salariés. Et il faut aussi, ça nous semble extrêmement important, mettre des garde-fous sur la RCC pour ceux qui restent dans l'entreprise. Puisque via une rupture conventionnelle collective, on peut avoir un niveau de départ assez important dans certaines entreprises et donc une restructuration importante de l'entreprise, et il va se poser la question de ceux qui restent. C'est un sujet qui est souvent oublié quand on est dans une rupture conventionnelle collective, mais quand on a 80, 100, 150 personnes qui partent dans une entreprise via une ERCC, ça va modifier de manière substantielle la structure de l'emploi dans l'entreprise. Et donc, il faut s'interroger, est-ce que l'organisation de demain, une fois que les départs seront effectués, est-ce qu'elle est tenable en termes économiques, mais aussi en termes de conditions de travail pour les salariés qui restent? Donc, il y a les deux sujets. Est-ce que ça permet de répondre aux difficultés éventuellement de l'entreprise? Et est-ce que ceux qui restent ne vont pas se retrouver dans des situations compliquées une fois les mobilités effectuées? Et éventuellement, est-ce que la RCC ne va pas se traduire par une deuxième restructuration où on aurait la nécessité d'avoir un jeu de mobilité interne à l'intérieur de l'entreprise pour replacer les salariés un peu à droite à gauche une fois que les départs auraient été effectués? Donc voilà, beaucoup de sujets qui doivent faire l'objet de débats dans le cadre d'une RCC si on veut préserver tout le monde. Et je termine par quelques éléments sur les plans de sauvegarde de l'emploi et les plans de départ volontaires, avant de passer à un temps de questions-réponses. Je suis allé un peu vite sur la présentation, mais c'est dense. L'idée, c'est aussi que vous puissiez poser des questions après. Donc, vous voyez un peu le fil de la présentation. On est parti un peu des dispositions les plus souples aux dispositions les plus encadrées, mais aussi celles qui vont se retrouver dans les situations les plus compliquées, les situations vraiment de crise. Et c'est notamment le cas des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, où donc, le principe général, c'est que lorsqu'une entreprise décide de procéder à la suppression de 10 emplois ou plus pour un motif économique sur une même période de 30 jours, elle a l'obligation de mettre en place un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Cette obligation de mise en place d'un PSE, elle va rester valable dans le cas de départ contraint, donc de licenciement pour motif économique, mais aussi de départ volontaire, où là, on va parler d'une rupture d'un commun accord pour motif économique. Donc, la question principale quand on est confronté à un PSE, c'est la première question à se poser, c'est celle du motif économique. La loi prévoit excusez-moi, la loi prévoit 4 types de motifs économiques: les difficultés économiques, les mutations technologiques. Alors, les mutations technologiques, c'est un motif qui historiquement est très très peu utilisé par les entreprises. Le troisième motif, c'est la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Et le dernier motif, c'est la cessation d'activité de l'entreprise. Si l'un de ces motifs existe, l'entreprise a le droit de licencier pour un motif économique. Mais encore faut-il s'interroger sur la véracité de ce motif. On voit assez régulièrement des entreprises qui se lancent dans des licenciements économiques où le motif nous semble tout à fait critiquable. Un point très important sur le motif économique, pour ceux qui auraient déjà malheureusement été confrontés à des PSE dans le passé, il y a eu un changement important ces dernières années sur le périmètre auquel on va analyser ce motif économique. Ça concerne des entreprises qui appartiennent à un groupe. Jusqu'à présent, enfin dans le passé, pardon, le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe, au niveau de l'entièreté du groupe, quand bien même c'était une multinationale implantée dans différents pays. On regardait le secteur d'activité en question, et ce n'est pas parce que la situation en France était difficile que ça reflétait l'existence d'un motif économique au global dans l'activité
l'activité du groupe au niveau mondial. Maintenant, la loi nous dit que le motif économique doit s'apprécier soit au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe, soit au niveau du secteur d'activité sur le territoire national, donc uniquement en France. Ça n'a pas de sens économique, je pense, voilà, quand on voit le fonctionnement économique des multinationales, on sait très bien que les activités sont gérées en tant que telles, sans tenir compte des limites nationales qui, dans le monde qu'on connaît, n'ont pas forcément de sens d'un point de vue économique. Pour autant, la loi, maintenant, est plus restrictive sur le sujet et moins favorable aux salariés. Donc voilà, premier point, hein, c'est est-ce qu'il faut s'interroger en tant que représentant du personnel sur la véracité de ce motif économique. Malheureusement, la critique d'un motif économique ne permet pas d'interrompre la procédure, mais elle pourra éventuellement servir pour des contestations individuelles menées par les salariés qui ont été licenciés. Une fois qu'ils sont licenciés, ils peuvent attaquer leur licenciement pour absence de motif économique. Donc voilà, une fois qu'on a ce seuil de 10 emplois supprimés pour motif économique, on a l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un certain nombre de mesures, je vais vous en parler juste après, qui ont pour objectif de favoriser le reclassement des salariés. Donc, on a une procédure qui va se mettre en place. On a, dans le cas d'un PSE ou de plan de départ volontaire, deux processus distincts et parallèles. Tout d'abord, on a le CSE qui va être informé et consulté sur deux sujets. Le CSE va être informé et consulté sur le projet de restructuration et de diminution des effectifs, ce qu'on appelle généralement le livre 2. Donc, on va devoir donner de l'information et le CSE rendra un avis sur le projet de réorganisation qui explique le nombre de postes supprimés, dans quel service, le passage d'un ancien organigramme à une nouvelle organisation, etc. Et le CSE va aussi être informé et consulté sur le projet de PSE, donc sur les mesures d'accompagnement qui seront proposées pour les salariés quittant l'entreprise. En parallèle du travail mené par le CSE, les organisations syndicales peuvent être invitées à négocier avec la direction sur le contenu de ces mesures d'accompagnement. L'ouverture d'une négociation dans le cadre d'un PSE, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est très, très, très souvent fait par les entreprises. Parce que dans 90% des PSE, l'entreprise choisit d'ouvrir une négociation et de passer par une voie négociée. Pourquoi? C'est fondamental parce que dans le cas où il y a eu une négociation qui aboutit à un accord, la directe, donc les services du ministère du Travail au niveau départemental, vont valider le PSE, c'est-à-dire qu'ils vont faire un contrôle assez léger, qui ne vont pas forcément rentrer dans le cœur du sujet, mais qui vont s'assurer que la procédure a été respectée, que le CSE s'est réuni, que les négociations sont bien déroulées. On va plus être sur un contrôle de la forme de la procédure et pas sur le fond. Par contre, dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord ou si la direction a mené son PSE de manière unilatérale, la directe va cette fois-ci homologuer le PSE et donc là, elle va faire un contrôle approfondi sur un certain nombre d'éléments et rentrer davantage dans le cœur du sujet. Donc, vous voyez pourquoi les entreprises ont tendance à tenter la voie négociée, puisque ça leur évite un contrôle plus approfondi de la part de l'administration. Voilà pour ces grandes lignes. Hein. J'ai conscience d'avoir été un peu vite, mais je voulais garder du temps pour les réponses et on va avoir encore 10-15 minutes pour revenir sur les points qui vous intéressent. Je termine rapidement, je les passe en revue rapidement, mais de toute façon, vous l'aurez dans le support qu'on vous enverra. Hein. On a rappelé, en lien avec la crise sanitaire qu'on a connue et la crise économique qui s'ensuit, les principales mesures de soutien aux entreprises qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. On a eu un fonds de solidarité qui a été mis en place très rapidement, qui pouvait être sollicité par les entreprises jusqu'au 31 mai 2020. On a différents types de mesures d'appui financier qui sont en œuvre, les prêts garantis par l'État, des prêts de la Banque publique d'investissement avec l'aide des régions, la possibilité de rééchelonner les crédits, etc. L'activité partielle, qui a été un fort dispositif fortement utilisé par les entreprises et qui a permis d'éviter des suppressions d'emplois dans les premiers temps.
des éléments qui ont touché des éléments fiscaux et sur les taxes qui ont permis de réduire les impôts, etc., des entreprises. Et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, le nouveau dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi, qui, donc, j'en redis deux mots, qui est un dispositif qui sera activable à partir du 1er juillet via la mise en place d'un accord d'entreprise ou de branche et qui permettra la réduction du volume de travail dans une entreprise, donc concrètement d'avoir une partie des salariés en chômage partiel à hauteur de 40% au maximum, une indemnité perçue par les salariés qui sera prise en charge en partie par l'État et en contrepartie des engagements sur l'absence de suppression de postes qui devront figurer dans ce type d'accord. Voilà pour ces principaux éléments sur les restructurations. Donc, je vous propose peut-être de revenir… Alors, je n'ai pas pu suivre les questions au fil de l'eau parce que je partageais mon écran, mais je vais essayer de les reprendre. Il y a peut-être des gens qui ont envie de poser des questions directement là, parce qu'il y a eu des réponses qui ont été apportées, je pense, à pas mal d'entre elles. Il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu, mais qu'on a reportée là, qui était sur le danger des APC. Peut-être tu peux en dire quelques mots? Sur le danger des APC, alors je pourrais en parler pendant des heures des dangers des APC. Quel danger représentent les APC? C'est la question de Maria Méduit. Alors, je pense que le premier danger sur les APC, c'est de se retrouver à la table des négo sans se rendre compte qu'on parle d'un APC. L'accord de performance collective, c'est la première fois dans le droit français qu'on peut toucher et on peut modifier des éléments d'un contrat de travail signé entre un salarié et son entreprise. Donc, c'est quand même un changement fondamental. Mais pour mettre en place un APC, l'employeur un peu malhonnête, il n'est pas obligé d'arriver à la table des négociations en disant « moi, je vais faire un accord de performance collective ». Il peut arriver, proposer un accord qu'il appellera un peu différemment, mais s'il cite en référence le bon article du Code du travail qui parle de l'APC, cet accord permettra de baisser les rémunérations des salariés, d'augmenter le temps de travail, de supprimer des congés, d'imposer des mobilités professionnelles, d'imposer des mobilités géographiques, sans que forcément on ait tout de suite eu les bons réflexes et on ait tout de suite compris de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Dès qu'on a dorénavant dans les négociations des éléments qui parlent des rémunérations, qui parlent du temps de travail, qui parlent de la mobilité, attention, on se dit, oula, attention, est-ce qu'on est dans le cadre de l'APC, où donc on va pouvoir avoir des dispositions moins favorables que ce qui est inscrit dans le contrat de travail, ou est-ce que non, on n'est pas dans le cadre de l'APC et donc on a des garanties plus fortes. Autre point de vigilance que je donnerai sur l'APC, c'est… en fait, je pense que ce qu'il faut arriver à faire quand on est dans une négociation d'APC, c'est à mettre des garde-fous, notamment sur la durée des dispositions prévues par l'accord. Dorénavant, si on ne dit rien sur la durée d'un accord, par définition, c'est un accord qui va durer 5 ans. Mais on peut imaginer que l'APC, notamment parce qu'il va toucher à des éléments importants du contrat de travail, on le fasse sur une durée plus courte pour se permettre éventuellement de revenir en arrière. Donc, une durée de 2 ans, 3 ans, moi, ça me semble plus acceptable qu'une durée de 5 ans qui est peut-être un peu longue. Et surtout, ne pas se retrouver avec un APC à durée illimitée. La logique qui pourrait éventuellement être entendable d'un point de vue économique de l'APC, c'est de dire qu'il y a un effort qui doit être consenti face à une situation de difficulté économique, mais ces difficultés économiques, tout le monde espère qu'elles ne vont pas durer ad vitam aeternam. Donc, l'effort consenti, il doit se faire sur une durée limitée. Donc, il faut mettre des clauses de revoyure, écrire clairement dans l'APC que le jour où la situation redevient davantage favorable, les salariés retrouvent les dispositions antérieures de leur contrat de travail. Ça, c'est le dernier point que je voulais apporter comme réponse. L'APC, c'est un nouvel outil, donc il y a peu de jurisprudence sur le sujet et il y a pas mal de flou. Il y a un débat entre juristes pour savoir si le jour où l'APC qui a été signé pour 3 ans
arrive à échéance, est-ce que tous les salariés retrouvent les anciennes dispositions de leur contrat de travail? Nous, on défend la position que oui, mais certains juristes sont tentés de défendre la position que ce n'est pas si simple. Donc, il vaut mieux écrire clairement, formellement, dans l'APC que, je prends l'exemple d'un APC qui dit la rémunération est diminuée de 10% pendant la durée de l'accord. On écrit clairement que dans 3 ans, à la fin de l'accord, les rémunérations reviennent à leur niveau antérieur et augmentent de 10%. Voilà un peu, moi, les conseils là, que je donnerai rapidement en termes d'APC. Alors, je retrouve une autre question là. Dans le cas de mise en place d'une RCC ou d'un autre dispositif suggéré par des motifs économico-financiers, quels sont les documents que le CSE peut obtenir, demander pour évaluer le bien fondé? Le recours à l'expertise est-il un incontournable? Alors, moi, je dis toujours, un peu en rigolant, mais ce n'est pas que de la blague, c'est qu'en tant qu'élu CSE, vous pouvez tout demander. Après, je ne dis pas que vous allez tout avoir, mais il ne faut pas, je pense, déjà se brider dans vos demandes. N'hésitez pas à demander le maximum d'informations qui vous semblent utiles pour comprendre la situation économique et financière de l'entreprise. Après, il faut plus ou moins se battre pour arriver à obtenir les documents, mais ce qui me semble important dans la période à venir de difficultés économiques, de risques de restructuration importante des entreprises, c'est de suivre les bons indicateurs qui sont propres à chaque secteur d'activité et qui sont aussi propres à chaque entreprise. Donc, il faut essayer de… Alors, il y a des indicateurs communs simples, suivre le chiffre d'affaires, le carnet de commandes, le niveau de résultat d'exploitation, les différents niveaux de résultats qu'on peut avoir. Voilà, ça, c'est des indicateurs classiques. Après, il y a les indicateurs un peu de pilotage de l'entreprise qui sont utilisés. Moi, ce que je dis toujours, c'est imaginez qu'est-ce que votre patron il regarde tous les matins en arrivant au bureau pour savoir comment va sa boîte. Souvent, il a 2-3 indicateurs qu'il va regarder tous les jours. Ben, ça, c'est des indicateurs qui, vous sont utiles pour faire votre boulot de représentant du personnel. L'autre exemple moi, que j'aime bien donner, c'est se dire souvent, les cadres dirigeants, les hauts cadres, ils ont une partie de leur rémunération variable qui est assise sur un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs-là, ils ne sont pas pris au hasard. En fait, on va inciter le cadre dirigeant à être efficient, à être efficace avec une prime liée à un indicateur qui va refléter la bonne performance de l'entreprise. Donc, si vous arrivez à avoir ce type d'infos, ça vous indique quel est l'indicateur suivi par l'entreprise pour suivre ses activités, son niveau de performance opérationnelle. Et c'est ça qu'il faut arriver à avoir. On peut ajouter peut-être que si on a un employeur qui cherche à obtenir un accord, et dans un cas comme dans l'autre, il faut un accord majoritaire, comme tu l'as précisé tout à l'heure, il faut d'une part avoir un objectif d'aboutir à un diagnostic partagé. Or, pour obtenir un diagnostic partagé, encore faut-il partir sur la même base d'information. Et un employeur aura tout intérêt, ça ne veut pas dire que ça se fait de manière fréquente, en tout cas, c'est quand même un argument à opposer à l'employeur. Un employeur aura tout intérêt à partager des informations qui permettent effectivement d'aboutir à ce diagnostic partagé. Si l'employeur il ne partage pas ou peu les informations, comment peut-on lui faire confiance pour envisager un quelconque accord? C'est là-dessus qu'en tant que représentant du personnel, vous devez jouer si vous souhaitez obtenir un maximum de visibilité sur la situation de l'entreprise. Tout à fait. Alors, j'essaie de répondre rapidement à la suite de la question, puis à la question suivante. La suite de la question, c'est est-ce que le recours à l'expertise est incontournable dans le cadre d'une RCC et d'un APC? Alors, incontournable, non, je pense qu'on n'est jamais incontournable, même si j'espère qu'on est utile dans bien des cas. Deux choses. Là, sur l'APC, il y a la possibilité d'une expertise légale. Donc, si le CSE décide de recourir à un expert, l'employeur ne peut pas s'y opposer pour l'APC, qui est prise en charge à 80% par l'employeur, à 20% par le budget de fonctionnement du CSE. Sur la RCC, il n'y a rien qui est prévu.
Ça n'empêche pas, dans le cadre des négos, de dire OK, nous, on veut bien rentrer dans une négo de RCC. Par contre, on estime qu'on a besoin d'être accompagné par un expert parce que, justement, pour bien comprendre la situation économique et financière de l'entreprise, on a besoin de cette expertise, on a besoin de conseils. Les directions ont très souvent leurs conseils, donc je ne vois pas pourquoi les représentants des salariés n'auraient pas leurs conseils. Mais ça fait partie de la négo. L'autre question, c'était une question de Sandrine qui nous dit qu'elle est élue dans un CSE local, régional, et elle s'interroge sur les leviers qu'il peut y avoir à ce niveau-là, puisque tout sera traité en centrale. Alors, c'est vrai que très souvent, quand on est sur une organisation avec un CSE central et des CSE d'établissement, lorsqu'on est sur des projets de restructuration, via un PSE, via un APC, via une RCC, etc., quel que soit le véhicule juridique utilisé, on est souvent sur des projets qui vont être traités en centrale, puisque maintenant, la loi nous dit que l'information consultation du CSE sur un projet se fait en centrale. Il peut éventuellement y avoir une information et consultation au niveau local s'il y a des mesures spécifiques à l'établissement en question. Donc, ça dépend de la nature du projet. Si le projet, c'est un projet national, mais par contre que sur le site de Montpellier, parce que les métiers sont différents, parce que sais-je, le projet a une particularité, dans ce cas-là, il y a une information consultation qui sera faite sur cette particularité du projet et qui sera traitée en local. Après, voilà, sinon, c'est en niveau national et donc c'est un travail un peu de coordination à faire entre les élus pour faire remonter les problématiques du terrain au niveau central. Il y avait une question sur la renégociation à 6 mois. Est-ce qu'on peut mettre en place des règles sous conditions avec des formules un peu comme des révisions de prix? C'est une très, très bonne question. Et ce qu'on peut dire peut-être sur les APC, c'est qu'il y a quand même une grande liberté qui est accordée aux négociateurs et avec beaucoup de créativité potentielle en la matière. Et donc, de ce point de vue-là, il peut être tout à fait judicieux et pertinent de prévoir d'une part des clauses de revoyure qui permettraient éventuellement de stopper certaines mesures désagréables qui auraient été mises en place ou néfastes qui auraient été mises en place pour les salariés. Ça, c'est le premier point. Et le second point, en effet, c'est qu'on peut très bien imaginer aussi qu'il y ait des calculs via des indicateurs, justement, ce dont parlait Souleymane, qui permettent de dire, ah bah attendez, on était tombé à moins 80, on était à 95% du taux d'utilisation par rapport à l'an dernier. Aujourd'hui, on est remonté à 100% par rapport à notre point de référence de juin 2019. Dans ce cas, on considère qu'on est sorti de la crise puisqu'on a retrouvé notre niveau de l'an dernier. Voilà, c'est un exemple d'indicateur qui pourrait très bien être utilisé pour dire ça y est, on est sorti de la zone rouge ou on s'apprête à en sortir, etc. etc. Donc oui, si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. L'idée de toute façon, dans ce type d'accord, c'est d'être le plus précis possible sur d'une part les mesures évidemment, mais aussi surtout sur les dispositions qui permettent de dire à quel moment cet accord va s'arrêter, quelles en sont les conditions de sortie, quelles sont les clauses de revoyure, etc. etc. Ça fait vraiment partie des points qui sont fondamentaux pour avoir un accord le plus protecteur possible. Le gros inconvénient de la PC, je l'ai dit, c'est que le cadre légal est très souple et très léger et du coup très favorable aux entreprises. Mais il faut du coup essayer de retourner ça dans l'autre sens et de se dire, vu qu'il n'y a quasiment rien qui est prévu par la loi quand on parle d'APC, on peut tout inventer et tout mettre dedans. Et si l'employeur il a besoin de votre signature, vous pouvez effectivement limiter dans le temps certains effets, mettre des clauses de revoyure. On peut tout imaginer, quoi. Alors, je vois que l'heure Dernière passe, question, malheureusement. Dernière question, ouais. Et dans le cas où l'employeur bafouerait l'APC, quels sont les moyens du CSE central? Donc, alors, vas-y. Non, je réfléchis à la question. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par bafouer il ne respecterait pas certaines clauses. Après, s'il ne respecte pas certaines clauses de l'accord, là, on tombe sur des contentieux juridiques. L'accord d'entreprise, ça a une valeur légale, il doit être respecté. Et lorsque l'une des deux parties ne respecte pas une clause contractuelle d'un accord, l'autre, je pense, a des recours juridiques
Alors après, il faut creuser ça avec des avocats, hein, mais normalement, il ne peut pas ne pas respecter ce qu'il s'est engagé à faire dans un APC, quoi. Ou alors l'accord perd ses effets du fait de la dénonciation de celui-ci. Et sachant de toute façon, je précise par rapport à la question, ce n'est pas le CSE qui serait la structure pouvant intervenir et aller au tribunal, ce serait là où les organisations syndicales, puisque ce sont elles qui sont potentiellement signataires de ce type d'accord. Tout à fait. Dans le cadre d'un APC, hein, le CSE, malheureusement, il a quasiment aucun rôle. Et on peut bien sûr conditionner le dispositif à certains indicateurs, qui soient au niveau français comme au niveau mondial, là-dessus, encore une fois, il y a beaucoup de souplesse qui est donnée. Et donc, si les indicateurs au niveau France ne sont pas pertinents, ce qui peut être fréquemment le cas dans des filiales de groupe, autant effectivement se fonder sur des indicateurs pertinents tels que le niveau mondial. Tout à fait. On va s'arrêter là, malheureusement, hein. Oui, je pense que vu l'heure, on va s'arrêter. Alors, juste pour rappel, hein, vous retrouverez, on mettra en ligne le replay du webinaire la semaine prochaine sur le site de Syndex. Donc, vous pourrez diffuser la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Et puis après, alors, je sais qu'on n'a peut-être pas pu avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais sur le site de syndex.fr, vous verrez, il y a un certain nombre de données, d'éléments où vous pourrez retrouver des réponses aux différentes questions que vous pouvez retrouver. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Merci à tous. J'espère que cette présentation vous sera utile. Et on va vous envoyer le support pour ceux qui ont participé à cette session. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Et bonne journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.